C'est parti. Donc bonjour, bienvenue à tous. Merci pour tous vos commentaires. Je reprends une vidéo ce soir avec mon ami Michel. On continue sur des sujets et puis entre les coups, je reviendrai au sujet d'actualité, notamment les chambres d'agriculture, les résultats. Mais je ferai ça entre le travail de Michel. Bonsoir Michel, je te donne la parole parce que tu as du pain sur la planche ce soir. Bonsoir Philippe et puis bonsoir à tous. Alors, avant de commencer cette cinquième vidéo qui aura pour thématique l'écologie, ben, je voudrais naturellement féliciter les heureux vainqueurs de la loterie qui vont se partager les 950 millions d'euros de taxes foncières sur le non bâti. Tout ça qui va être réparti à travers les 88 baraques foraines départementales que sont nos chambres d'agriculture et nos 13 chambres régionales. Ça fait quand même un beau budget pour gérer une population agricole moribonde. Voilà, ça c'était un aparté. Puis aussi les 14 millions d'euros destinés aux syndicats, dont une partie aussi bénéficie à ces gens-là. On ne peut que féliciter les heureux vainqueurs. Si Le Marchand disait que le bonheur était dans le pré, moi je dirais désolé Karine, le bonheur aujourd'hui serait plutôt dans la chambre. Voilà. C'est pas mal. Ce soir, on va mettre de l'ambiance et de l'humour. On va mettre de l'ambiance et de l'humour. Ça sera vraiment une émission sous l'égide de l'humour. Oui. Alors, on va parler de l'écologie. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'écologie? Alors, tout ça, l'écologie a été théorisée par un biologiste allemand qui s'appelait Ernst Haeckel. Alors, Ernst Haeckel était un fervent défenseur de la théorie de Charles Darwin. Alors, moi, quand l'écologiste descend du singe, je suis toujours prudent. Je suis prudent. Voilà. Alors, c'est quoi l'écologie? Ben, en fait, c'est toute la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants et puis entre le milieu qui les accueille. Mais avant de parler d'écologie, il faut avoir le courage, puis aussi la volonté de s'intéresser à l'économie. Comment fonctionne l'économie? Parce qu'effectivement, l'activité humaine évolue. Faut s'intéresser aux différents systèmes économiques. Et ces systèmes économiques-là, ils ne reposent que sur une chose, sur des courants de pensée et bien entendu sur des intérêts associés. Alors, tous ces courants de pensée-là sont souvent portés par des sociétés, quelquefois des sociétés secrètes, ou par des groupes de réflexion. Euh, Ne pensez pas que ce sont les politiques qui dictent l'économique. Non, non, non. Ce sont des courants et des cercles de réflexion qui sont tantôt composés d'intellectuels, d'économistes, de journalistes et bien souvent de banquiers. Alors, Ils ont beaucoup monté des think tanks maintenant. les think tanks, c'est Et connu sur aujourd'hui sous les le nom de plateaux think télé, tank. je te fais une petite parenthèse, sur les plateaux télé, sur les grands médias, il arrive des gens sur les plateaux télé qui n'ont jamais été élus par qui que ce soit, et ils représentent des think tanks, ils ont monté des think tanks, des fondations, et vous les voyez sur les plateaux télé intervenir à longueur de journée. Alors, je voudrais parler justement d'une de ces sociétés qui a été très influente, que peu de gens connaissent, qui a été créée en 1947 et qui s'appelle la Société du Mont Pèlerin. Alors, la Société du Mont Pèlerin, elle avait pour but de défendre les valeurs libérales, l'économie de marché, la société ouverte, naturellement, le libre-échange, et aussi, naturellement, la liberté d'expression. Faut bien avoir un argument qui fasse passer tout le reste. Et qui en étaient les fondateurs de cette Société du Mont Pèlerin? Tout simplement deux hommes. Un homme qui s'appelait Friedrich Hayek, qui était un philosophe et un économiste, qui, euh, qui lui disait que les crises économiques étaient la conséquence des excès de crédit. Quand on vit trop à crédit, on finit toujours en crise, ce qui est pas faux, c'est pas faux, mais lui avait pour principal raisonnement celui-là. Et on avait un deuxième homme, un économiste américain qui s'appelait Milton Friedman, qui lui disait, alors ça c'est beaucoup plus gênant, qui disait que l'État devait disparaître devant l'économie. Donc l'État ne devait plus avoir son mot à dire dans l'économie, il devait s'effacer face à l'économie de marché.
tout à fait. Alors ça, c'est plus dangereux. Et puis, naturellement, de tout ça, on a fait un mix. Et ce que j'appelle, moi, l'ordolibéralisme, c'est-à-dire que l'État interventionniste pour faire proliférer certains intérêts, mais pour en détruire d'autres. Ça, c'est beaucoup plus dangereux. Donc ça, c'était Walter Eucken, l'ordolibéralisme. Alors, il y a un bouquin que je voudrais vous recommander, que j'ai ici, que je pourrais vous faire voir, qui est un bouquin assez intéressant. C'est d'une bande dessinée qui s'appelle Le choix du chômage. Alors ce bouquin, il est très intéressant parce que à travers une bande dessinée, il explique tout le fonctionnement de l'économie. Comment, depuis Charles de Gaulle, on a maintenu le chômage en France jusqu'à notre cher et tendre Emmanuel Macron. C'est bravo aux auteurs qui ont fait cette bande dessinée. Oui, oui, je te remercie, Michel, de m'avoir orienté vers ça. Je le savais, mais j'avais pas parcouru tous ces livres-là, mais je le savais que les donneurs d'ordre s'arrangent pour que dans les économies modernes, il y ait toujours un pourcentage suffisamment de chômage pour mettre en compétition la populace, comme dirait Michel Onfray. C'est ça. Et puis là, on a aujourd'hui, alors ça c'est Pierre Bérégovoy, mais qui l'a fait à son insu. Hein, c'était surtout monsieur qui était l'ancien patron de la Banque de France, hein, qui était le gouverneur de la Banque de France, qui lui avait mis le rapport en main. C'est Pierre Bérégovoy qui a permis à l'économie légale d'aller se financer sur les marchés spéculatifs, sur les marchés financiers spéculatifs. En fait, ce qui fait que c'est les marchés spéculatifs qui bouffent l'économie légale. Hein, c'est ça la vérité. Voilà, mais ça, il l'a fait à son insu, il l'a découvert, mais c'était trop tard. Alors, parmi cette société du Mont Pèlerin, on avait un Français influent qui était un philosophe français, qui était professeur de philosophie. Si je me souviens bien, il a été professeur de philosophie à la faculté de Caen et à celle de Besançon. Et cet homme se nommait Louis Rougier. Euh, c'est lui qui, en 67, avait écrit un petit document sur la scolastique. Ah oui. Alors la scolastique, qu'est-ce que c'est? Quand je vous disais que c'était toujours la philosophie qui prenait le pas sur la théologie, hein, sur le religieux, lui effectivement avait mélangé les deux, avait écrit un papier là-dessus en 67 qui s'appelait La faillite de la scolastique. Donc l'introduction de la philosophie dans la théologie. Et en fait, ces gens-là, ce sont les géniteurs du mondialisme. Ce sont les géniteurs de tous nos maux actuels. On fondera aussi, alors un peu plus tard, en 1968, un autre groupe de réflexion qui s'appellera le Club de Rome, qui sera fondé le 7 avril 1968, qui lui aura d'énormes conséquences pour le milieu agricole. Donc, dont le fondateur sera Aurelio Peccei. Aurelio Peccei, c'est un industriel italien, c'est un philanthrope Italien. qui a été administrateur chez Fiat, qui a été le patron d'Olivetti et aussi le fondateur de la compagnie aérienne Alitalia. En italien. Et il aura à ses côtés un cofondateur qui s'appelle Alexander King, qui était un scientifique et chimiste britannique d'origine écossaise. Et ce groupe de réflexion va comporter des scientifiques, des économistes, des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des anciens chefs d'État et des banquiers. Oui, des anciens chefs d'État, on retrouve Gorbatchev, on retrouve plein de chefs d'État, américains et autres. Hmm. Voilà. Et comprenez bien que ce sont ces individus qui bâtissent et modélisent le monde pour leurs propres intérêts. Bien sûr. Les hommes politiques et leurs partis ne sont que des interfaces. Ce sont les valets de ces gens-là. En fait, c'est eux qui mettent le programme en place, mais ce ne sont absolument pas ces gens-là qui dictent l'économie. Eux, c'est des fusibles. Alors, C'est des fusibles. voilà. En fait, au-dessus, ils ont ce qu'on appelle, en termes économiques, dans la haute finance, ils ont ce qu'on appelle des donneurs d'ordre. Voilà pourquoi je critique toujours ceux qui sont imbus politiques, hein, droite-gauche, droite-gauche. Quand la droite-gauche ne fonctionne plus, c'est extrême droite, c'est extrême gauche. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Vous êtes hypnotisé devant votre téléviseur
comme le chat est hypnotisé par la boulette de papier. Droite, gauche. Mais le même programme, de quelle couleur que ce soit le LFI ou que ce soit l'autre côté, c'est ces gens-là qui sont chargés d'appliquer le programme. Donc c'est ça qui est grave. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Alors, je remercie le gars qui, donc sous le pseudo, qui nous a envoyé un super commentaire Exact. euh, et qui est identifié comme Dexter BZH. Donc je pense que c'est un bon ami breton pour son poste et ses références sur le Tavistock Institute, Merci à lui. Merci à lui. parce que c'est lui qui a raison. Hein, Bien sûr. c'est ce documentaire sur le Tavistock Institute. Alors ça a été publié ça par Lou Divergent. Donc on explique bien effectivement tout le programme qui est mis en place, les implications du Bilderberg, du CFR, hein, et aussi de la trilatérale. Donc ça c'est merci. Merci, je vous invite à aller voir, je crois que c'est sur le numéro 4, de la vidéo numéro 4, vous retrouverez donc, je vous invite tous à aller voir ce post et on le remercie pour ça. Et la trilatérale qui est une pièce déterminante du puzzle. Tout à fait. Alors, on va revenir sur le monde agricole. Oui, Donc, je vous avais parlé que concernant le club de Rome créé en 68, avec derrière naturellement la fondation Rockefeller, on avait eu une action effectivement d'un de ses membres qui était un Néerlandais qui s'appelait Sico Manchol tout à fait. et qui en fait est le père de la PAC. C'était tout simplement son plan consistait à prendre l'argent dans la poche du contribuable pour financer l'agriculture la plus productive. Donc c'est l'époque où on a remplacé la vache d'André Pochon, avec sa barre de coupe à l'avant et son épandeur à fumier à l'arrière, qui ne broutait que de l'herbe et du trèfle. Et là, on a commencé à casser les prairies, à cultiver du maïs, à infester les champs d'atrazine pour lui faire bouffer du maïs à la vache. Et là, c'est là qu'on a commencé à mettre de l'azote sur les prairies pour niquer le trèfle. Bien sûr. Donc c'est bien de mettre de l'azote, mais en fait, la matière azotée, le cas apporté par le trèfle, vous détruisez le trèfle. Et tout ça pour finir par importer des protéines américaines, notamment du soja. Ça pour le plus grand bénéfice des coopératives agricoles. Et pourquoi elles émettent du méthane, les vaches? Tout simplement parce que ce sont des ruminants et qu'à ces ruminants, on a fait bouffer du maïs. C'est ce qui leur fait émettre aujourd'hui des taux de méthane considérables quand elles pètent ou quand elles rotent. Voilà. Et ça, en fait, ce sont ceux qui nous ont pondu l'écologie, l'escrologie, ce sont L'escrologie. ces gens-là qui ont créé le problème. Bien sûr. Donc, Mansholt n'était pas le seul responsable. Avant lui, on avait eu un célèbre ministre de l'Agriculture de 1961 à 1966, Edgar hein, Pisani. dans les gouvernements Debré et Pompidou. Oui, Cet homme, c'était Edgar Pisani, oui, donc dont le fils aujourd'hui est à France Stratégie. C'est celui qui veut nous mettre un ISF écologique. C'est quand même pas mal. tout à fait. Et qui était le conseiller en agronomie de Monsieur Edgar Pisani? C'était un homme qui est né en 1904 à Cambrai, dans le Nord, qui était un ami de la famille de Jospin, qui était un ami des parents de Lionel Jospin, qui en 1929 a commencé sa carrière en saturant les rivières indo-chinoises d'engrais, au Tonkin, jusqu'en 1932. Et cet homme, vous le connaissez tous, c'était le chantre, et vraiment le chantre du modernisme agricole et des remembrements. Et René cet Dumont. homme-là, il s'appelait tout simplement René Dumont. René Dumont. Alors, René Dumont, que vous retrouverez naturellement plus tard comme fervent écologiste, je Oui, dirais en escrologue. 74 par là. 1974, pendant les présidentielles Voilà. de, de, de notre ami Giscard d'Estaing, Valérie Giscard d'Estaing. j'ai ici devant moi un verre d'eau précieuse. Non, mais c'est se foutre de la gueule des gens. Moi, quand je vois les écologistes, j'ai envie de leur coller des baffes. C'est incroyable, parce que voilà qui a été le chantre de l'écologie politique. Alors ce type, c'est quand même celui qui a été à l'origine de la suppression. On avait 2 millions de kilomètres à peu près de haies et talus en France. On en a rayé de la carte. Si on compte les haies et les talus, on en a rayé à peu près 1 800 000 kilomètres sur les 2 millions.
Les épures de mémoire, c'est 1,4 million ou 1,6 million kilomètres, Oui. sachant au passage qu'un kilomètre de haie, ça vous piège quand même entre 3 et 5 tonnes de carbone par an. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, d'un côté, ben, on a favorisé les émissions de carbone, et de l'autre côté, on a détruit le piège. Parce que le milieu agricole, effectivement, il émet du carbone, mais il en piège aussi. Donc, si vous ne cessez d'en émettre, et puis en détruisant le piège à carbone, naturellement, vous allez dérégler le système. Et que va faire l'éminent Club de Rome en 1970? Il va s'empresser de se mêler d'écologie en commandant un rapport à 3 scientifiques américains de la prestigieuse université américaine MIT. Et ce rapport sera rendu en 1972 par les époux Meadows, Donella et Dennis Meadows. C'est ce rapport qui fait encore référence aujourd'hui sur les ressources et sur les incidences écologiques, Monsieur hein, et Dumont va, notamment les incidences sur le climat. Monsieur Dumont va utiliser le rapport Meadows. C'est suite au rapport Meadows que notre Dumont, fauteur de troubles, deviendra, lui, écologiste. Non, mais C'est ça. cherchez l'embrouille, franchement. Mais plus personne ne se rappelle de ça. Et en 1988, on va créer un outil. Alors, ce sera créé par deux institutions des Nations Unies. Ce sera créé par l'OMM, l'Organisation de météorologie mondiale, et ce sera créé aussi par une deuxième institution qui s'appelle le PNUE, qui est le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Oui, exact. Et cet outil, vous le connaissez tous, ce sera le GIEC, qui sera créé en 1988. Oui, c'est ça. Alors, le GIEC, groupement de scientifiques qui récupèrent des données de briques et de broc. Je vous donne un exemple. Voilà, un guide de montagne a fait un sommet en telle année, il y retourne 3 ans ou 4 ans plus tard, et puis ben il constate qu'il y a moins de neige. Mais bon, ça peut être parce que la saison est plus chaude. Et voilà, tout ça, on va le stocker, le référencer. Et toutes ces données, il y a rien de vraiment scientifique de fait. C'est des données qui sont récupérées auprès d'associations, d'ONG. Et avec tout ça, là aussi, on va nous écrire un joli roman national. Ça recommence le roman. Et, et aujourd'hui, effectivement, il y a une question à se poser. On va réduire le désastre écologique qui est créé par la modernisation et par la mondialisation. Oui, On va réduire ce désastre écologique créé par cette bande de dégénérés à un problème de climat. oui, Quand même balèze. Mais moi, la première question que je me pose, c'est est-ce que le climat a un effet direct sur la santé de l'homme? Bah, je serais tenté de dire non. Des changements climatiques, il y en a toujours eu. Des réchauffements et des glaciations, hein, ça fait partie. Le climat n'a jamais été stable. Hein. Vous pouvez regarder ceux qui font du carottage des glaces au pôle Nord savent tous qu'il y a eu des époques de réchauffement et aussi des époques de refroidissement importants. Mais quelle est la part de la cause humaine là-dedans? Bien malin qui peut le dire. Et deuxièmement, mais ça n'a aucune incidence sur la santé de l'humain. Aucune. Et deuxième question, est-ce que le réchauffement climatique a un effet négatif sur l'homme? Ben, allez poser la question à tous les petits retraités qui n'ont plus les moyens de se chauffer, hein, y compris moi, parce que vous voyez, ça fait X années que je ne chauffe pas, j'en ai pas les moyens. Donc, moi, venez me parler du réchauffement climatique, vous allez voir, vous allez me faire singulièrement sourire. En fait, tout ça, c'est construit sur des balivernes, de véritables balivernes. Je ne dis pas qu'il y a pas des changements. Hein. Quand on prend l'isotope, donc le niveau 0 degré, effectivement, le 0 degré s'est élevé. Il était beaucoup plus bas avant. Hein. C'est ce qui fait qu'on a des sommets enneigés qui ne sont plus autant. Hein. Il y a des changements. Il faut en tenir compte. C'est pas le problème majeur. Par contre, de tout ce qui a été fait par nos mondialistes, là, par nos chers économistes, l'impact sur la vie des sols. Moi, j'ai fait de la culture. Hein. J'ai participé à ça. Hein. Vous savez, quand vous labourez un champ de 5 hectares et que vous trouvez plus un ver de terre,
hein, parce qu'il y a quasi, vous vous rendez compte que les vers de terre, il y en a quasiment plus. Quand on a chassé l'humidité relative des sols, ben oui, mais le sol, il a besoin d'une certaine humidité, c'est-à-dire que des terres qui sont sableuses et qui sont en pente, avant, il y avait la haie qui retenait un peu l'eau. Tout ça, c'était favorable à la photosynthèse. Faut pas oublier qu'un sol qui est sec, agronomiquement, ça vaut rien. C'est nécessaire à la photosynthèse des végétaux. L'érosion des sols avec la suppression des haies, on l'a. Les crues qu'on a générées parce qu'il n'y a plus de retenue d'eau. L'empoisonnement des terres et les effets cocktails des résidus de pesticides, on les a aussi. L'empoisonnement des nappes phréatiques, on l'a. L'érosion des sols, on perd 1 centimètre de terre chaque année. Voilà. On a les ruissellements, le rechargement des nappes phréatiques qu'on n'a plus, parce qu'avant c'était la haie qui arrêtait l'eau et qui faisait pénétrer l'eau dans le sol. Ça, c'est fini. Hein, donc on a des déficits hydriques dans les nappes, mais ben, c'est juste dû à ça. On a aussi des ruissellements d'engrais de synthèse qui sont pas captés par la végétation, parce que le labour, c'est beau, c'est bien beau, mais le mode d'épandage, et puisque la plante, il y a une partie qui est prélevée par la plante, mais il y a une partie qui est lessivée aussi. Le labour, c'est pas la panacée, hein. Alors, Loin de là. qu'il y ait des fontes des glaciers qui a été observées et mesurées, c'est un fait, ça. T'es d'accord? Oui. Ah Ça, oui, oui, non, mais voilà. Mais non, tout à fait. Mais ramener ça à dire, oui, oui, c'est l'action humaine, bien malin qui peut dire vraiment quelle est la part due à la cause naturelle et à la cause humaine. Hein. Faudrait scientifiquement, faudrait qu'on m'explique. oui, et puis alors je rajoute une parenthèse. Ceux qui disent que, bon, alors on ne dit pas qu'il n'y a pas un changement de climat, il y en a un. Bon, mais ceux qui crient au loup contre le changement climatique sont les mêmes qui sont pour le libre-échange. C'est ça. Donc Et c'est, là, oui, ouais, on a aussi la destruction des espèces et des pollinisateurs parce qu'on perd énormément de variétés d'espèces. Et puis on a l'empoisonnement de l'air par les pesticides. Moi, je peux vous dire que le miel le plus pollué aujourd'hui, il n'est pas en ville, hein. Il n'est pas produit en ville, le miel le plus pollué. On le retrouve en montagne. Tout ça parce que quand vous voyez le nombre d'hectares cultivés en France, ben, vous avez les mouvements de convection avec l'air chaud. Automatiquement, quand vous pulvérisez, les particules s'élèvent. Quand vous avez le refroidissement, la nappe d'air, elle, dès qu'elle va rencontrer un sommet en altitude qui refroidit automatiquement, toute la saloperie qui s'est évaporée, elle va redescendre. Et aujourd'hui, quand on fait des analyses de miel, on s'aperçoit que le miel de montagne est plus pollué que le miel de ville. Et tout ça, ça s'explique par l'aérologie. Alors naturellement, en 94, tout ça, ça a passé. On a mis la poussière sous le tapis. En fait, les véritables problèmes qui ont été générés par la mondialisation, tout ça, on met ça sous le tapis et on réduit ça à un problème de réchauffement climatique. de CO2. Tout le monde gobe. Il y en a que pour le climat. Et en 92, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le sommet de la Terre organisé par l'ONU à Rio, avec l'intervention d'un homme que vous connaissez tous, qui s'appelait Jacques Chirac. Oui, la maison brûle. Oui. Alors dommage qu'il n'ait pas pris sa ration de cocaïne quotidienne chez Gérard Fauré, parce que Gérard lui aurait peut-être ajouté la part de laxatif, hein, ce qu'il avait déjà fait une fois. Dommage parce que ça lui aurait évité de dire des conneries. Effectivement, tu le répètes bien, la maison brûle. Là, c'était ça les propos de Chirac. La maison brûle. Alors je plaisante parce qu'une fois j'avais alpagué un ami qui était notre ami Jacques Barrault. Je l'avais un petit peu maltraité à la Saint-Yves de Tréguier et je savais que c'était Barrault qui allait chercher les rations de cocaïne chez Forêt. Et puis un beau jour que Chirac n'avait pas payé sa facture de cocaïne auprès de Gérard Forêt, Gérard avait coupé la ration de coke, 50% laxatif, 50% cocaïne. Il y a eu des effets secondaires. Pauvre Jacques Barrault, je lui avais dit qu'il fallait qu'il fasse attention parce qu'à la fondation du Front Saint-Yves, il y avait une coutume à Saint-Yves, il y avait ce qu'on appelait Saint-Yves de la vérité. Il y avait les gens qui réglaient leurs conflits avec des voueuses et celui qui avait tort mourait dans l'année. Le pauvre Jacques, je l'ai alpagué à Tréguier, mais il est mort dans l'année, il n'a pas eu de chance. Comme quoi,
Il aurait jamais dû accepter l'invitation des évêques de Tréguier et de Dole, hein. Ça lui a été fatal. Député républicain de la Haute-Loire, et il a fini sa carrière à l'Union européenne, lui, il était à l'Europe. Voilà. Enfin, je lui avais foutu un gros bordel. Je sais qu'on était dans un hémicycle avec 500 personnes. J'avais foutu une pagaille là-dedans. C'était pas piqué des verres. C'était une des personnes imminentes de la droite, hein, Jacques Barrot. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, je connaissais l'envers du décor. C'était assez marrant. Et donc, quand on a eu le sommet de la Terre, donc à Rio, ben, c'est là où on a créé les fameuses COP, la coopération des partis. Hein. Les COP ont été créées à cette occasion-là. Et en 1997, on a eu ce qu'on a appelé le protocole de Kyoto. Donc, le protocole de Kyoto, alors le but de 92, c'était de faire consensus. C'était que tous les pays présents disent, OK, il y a un problème sur le réchauffement climatique. Il fallait que tout le monde soit d'accord. Hein, c'était ça. Et puis, le protocole de Kyoto, 97, eh ben, c'était de fixer un calendrier. Oui. Donc ça fallait que ça débouche sur les célèbres accords de Paris, dont la COP 21, dont les acteurs n'étaient d'autres que Laurent Fabius et Ségolène Royal, avec un troisième larron qui sautait comme un cabri, d'ailleurs, qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Il était tout content qu'on ait créé la taxe carbone. Alors ça, je vous rappelle, c'était la création de la taxe carbone, c'était en 2014. Ça, c'était un véritable serpent de mer. Hein, et la taxe à l'époque, c'était 7 euros la tonne, je crois, de mémoire. Hein, Oui. c'était autour de 7 euros la tonne. Et, et la taxe carbone, c'est pas une taxe. En fait, c'est une redevance. C'est exactement comme ce qu'on appelle, entre guillemets, la taxe des ordures ménagères. Même si vous polluez pas, vous payez. Hein, donc ça, c'est exactement. D'ailleurs, le GIEC avait dit, ce sont l'infime pourcentage de nantis qui sont responsables de 41% des émissions de carbone. C'est pas le mec qui est au RSA dans sa campagne, hein, qui prend jamais l'avion, qui fait les émissions de CO2. Hein. C'est tout ce qui se balade avec les gros moyens, les jets d'affaires. Hein, c'est tout ça qui crée le bazar. Hein. Et le GIEC n'avait pas dit des conneries. Là, il disait qu'effectivement, c'était une infime partie de la population qui était générateur des émissions de CO2. Ah oui, non, le GIEC n'a pas dit que des conneries, hein. Tout n'est Non, pas. il a pas dit que des bêtises. Hein. Et, et là, ce qui est folklore, c'est qu'on est dans une véritable arnaque parce que c'est pas les gens qui génèrent qui paient. Et là, on va fixer les modalités, donc on va créer une bourse au carbone. Alors, tout ça est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Alors, la Caisse des dépôts était tenue par un monsieur que je connais bien, qui est originaire de l'Orne, qui s'appelait monsieur Augustin de Romanet de Beaune. Donc, Augustin de Romanet de Beaune, qui n'était autre que l'ancien secrétaire d'État l'ancien directeur de cabinet d'un ministre du budget, hein, qui est aujourd'hui condamné d'ailleurs, il vient d'être condamné, hein, je ne sais pas s'il a fait appel. Hein, ce ministre était aussi conseiller général de mon département, président du Conseil supérieur du notariat français. Hein, c'était tout simplement le ministre du budget, Alain Lambert. Donc, il vient récemment de prendre 2 ans de prison avec sursis, 100 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité pour trafic d'influence passif. Alors, tout ça parce qu'il était en chuit, il avait favorisé les activités d'un recycleur de déchets qui s'appelait Claude Dauphin, qui était par ailleurs un trafiquant pétrolier. Tout le monde se souvient de la fameuse affaire Trafigura, qui avait généré des morts en Côte d'Ivoire. Alors tout ça, c'était de l'essence relatée qui était achetée au Mexique, qui était raffinée sauvagement sur le bateau. Et tout ça était revendu à vil prix en Afrique. Et tout ça, en fait, servait au financement et à la corruption des chefs d'État africains. Alors rassurez-vous, vous ne trouverez jamais ça en source à l'AFP, hein, jamais. Non, non, il faut aller sur des médias allemands, des médias étrangers, parce qu'eux vous racontent toute l'histoire. Hein. Ici, nous, l'AFP, elle raconte que la partie avouable. Alors, Il y a Alain longtemps, Lambert, c'est pas lié à Macron, hein. Il y a longtemps que c'est comme ça.
Alors, Alain Lambert était aussi le généreux mécène des entraîneurs de chevaux de course. Je suis encore désolé pour mon ami, comment déjà mon ami, Discothèque 06. Mais voilà, Alain Lambert était le ministre qui avait attribué une TVA à 5,5% à des entraîneurs de chevaux de course qui ne sont que des prestataires. Ces gens-là, ils participent pas à l'élaboration d'un cycle végétal ou animal, ils entraînent des chevaux de propriétaires. Ce sont des prestataires. Et Lambert, naturellement, avait fourni à ces gens-là une TVA à 5,5%. Voilà. Alors, inutile de vous dire que Monsieur Antoine de Romanet de Beaune est aussi le beau-frère de Bruno Le Maire et est aussi le frère de Monsieur Antoine de Romanet de Beaune, qui est l'aumônier des armées. Vous voyez, tout ça, c'est du joli monde. Moi, je traite toujours ce saint monde de saint racaille. Voilà, c'est comme ça que je les qualifie. Ou on peut parler de l'entre-soi, non? Oui, voilà. Et donc, tous ces quotas, donc il y a des quotas carbone qui vont être gérés par une filiale de la CDC qui va s'appeler Bluenex. Et l'Europe va décider de soumettre cette taxe carbone, cette taxe sur les quotas carbone à la TVA. Et on va même anticiper le paiement de la TVA aux mandataires qui gèrent la taxe carbone. En clair, c'est très clair. On ouvre la caisse de Bercy au crime organisé, communautaire. C'est-à-dire que le système est bien rodé. Hein. Je vous avais parlé d'ailleurs vous avez parlé de ce petit bouquin F comme fraude fiscale. Oui, tout à fait. Vous savez, où il y avait des gens du sentier notamment, des négociants d'art, des gens comme ça à qui on acceptait la fraude. Mais par contre, ces gens-là, fallait que d'un autre côté, ils soient mécènes de partis politiques. Hein. On a retrouvé mécènes de l'UMP. Donc tout ça, c'était bien organisé, bien huilé, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait créé ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que même si vous êtes témoin d'une fraude, vous ne pouvez même pas saisir la justice puisque c'est Bercy qui a l'opportunité des poursuites. Verrou de On ne Bercy. poursuit que les gens qu'on veut poursuivre. Et la porte ne pourra s'ouvrir peut-être que dans 150 ans quand tout le monde sera décédé. Voilà. Et là, oh, on a fait un petit peu de ménage dans la bergerie. Et là, on a transmis cette compétence au procureur de la République. Je pense que ça va prendre à peu près le même chemin. Ils sont débordés, nos procureurs. Si c'est pas la fraude économique, tout ça, c'est pas leur, non, non, c'est pas leur tasse de thé. Donc, on a ouvert tout simplement la fraude à des gens qui étaient déjà bien rodés sur les fraudes à la TVA sur les vêtements, hein, notamment avec le Sentier à Paris, ou des gens qui opéraient dans la téléphonie. Et donc, c'est des gens qui revendent les quotas toutes taxes, mais sans jamais reverser le montant de la TVA à Bercy. Et en plus, on leur anticipe le paiement de la TVA. Non, mais c'est génial. On voit ça nulle part. Non, mais alors, on va avoir quand même 22 signalements de la filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui s'appelle Blue Next. Ils vont signaler 22 fois les anomalies. Et là, il y aura le silence le plus total de Monsieur Woerth et de Madame Lagarde. Cherchez l'erreur. Éric Woerth, député de l'Oise. Et on n'aura jamais la moindre réaction, ni de Monsieur Woerth, ni de Madame Lagarde. Ministre du budget, Éric Woerth, sous un gouvernement. Tout à fait. Et là, vont arriver une série de meurtres. Ça va commencer par Amar Azoul, connu sous le nom d'Amar les yeux bleus. Il en avril 2010 va être buté par balle dans un bar à Saint-Mandé. On va retrouver un deuxième homme, Sami Souyed. Je vais encore égratigner mon ami Discothèque 06, mais Sami Souyed, il est bien connu il est connu sous le nom du caïd des hippodromes. Donc il a été lui abattu en septembre 2010. Sami Souyed était déjà impliqué avec les familles Sfark, avec un entraîneur de galop qui s'appelait Bernard Secli, dossier de fraude où avait été entendu naturellement la famille Sfark, la famille Secli, mais aussi la famille Bazir, une famille bien connue de Nicolas Sarkozy.
Et ce pauvre homme, qui était à la fois impliqué dans les trafics, dans divers trafics, et notamment sur les hippodromes, il va mourir de 12 balles de 7,62 sur le parvis du Palais des Congrès à la Porte-Maillot. Puis ensuite, on va arriver en 2011 avec la mort d'un négociant d'art très connu qui s'appelle Claude Drey et qui est le beau-père d'un trader qui est le fils du numéro 3 de Vivendi, de Vinci, pardon, Vinci, qui groupe s'appelle Jacques Vinci. Mimran. Donc Arnaud Mimran. Oui, groupe Vinci. Et Arnaud Mimran, naturellement, fréquente les tables de poker de Deauville, hein, donc dans le Calvados. Il est bien connu des tables de jeu où il fréquente un autre individu, bien connu aussi, Monsieur Marco Mouli. Alors dans tout ça, on va avoir un méli-mélo entre les courses de chevaux, les tables de jeu, le trafic d'œuvres d'art, la fraude à la TVA, la drogue, le trafic des déchets. C'est vraiment, on trouve de tout. Hein. Et d'ailleurs, à travers ces affaires, on va avoir la fameuse affaire des 111 kilos de cocaïne qu'on va retrouver dans l'appartement de d'une princesse saoudienne à Neuilly, où on va mettre un individu sous écoute dans cette affaire-là, qui s'appelle Yannick Dacheville. Et c'est comme ça qu'on va retomber sur l'implication d'un commissaire de police lyonnais, Michel Néret. Vous voyez, tout ça, ça mêle du beau linge, ça mêle quelquefois la police. Vous voyez tout ce qu'on peut avoir. Hein, quand je vous parle d'une véritable criminalité organisée aujourd'hui et que ce pays, il n'est pas pourri par la base, il est pourri par la tête. Ça, faut bien comprendre ça. Donc, vous voyez un petit peu, tout ça va donc, toute cette belle mascarade des taxes aux émissions de carbone vont participer aux crimes organisés communautaires, bien connus au niveau mondial, et ça va même finir dans les poches de Benjamin Netanyahou. Voilà. Je vous invite, hein, pour ceux qui ont du temps, Oui. lisez ce livre qui s'appelle La criminalité organisée en Israël, qui a été écrit par Serge Dumont, et vous comprendrez l'activité de ces gens-là en France et qui tient aujourd'hui les rênes de l'État français. Vous comprendrez. Hein. J'avais rencontré d'ailleurs un parlementaire devenu ministre, je l'avais rencontré au début des années 90. Il m'avait dit, Michel, de toute façon, il n'y a plus rien à faire dans ce pays, c'est le crime organisé mondial qui tient tout. Je pensais qu'il se moquait de moi à cette époque-là. Non, non, il se moquait pas du tout de moi, il avait entièrement raison. Il faut pas oublier, il faut pas oublier de souligner, Michel, que toutes ces fraudes ou ces non-paiements des impôts, enfin tous ces détournements-là, c'est les gens pauvres qui payent. Et les pauvres qui payent. Exactement, c'est ça. Jamais Et là oublié. avec le carbone, c'est exactement ça qui se passe. C'est les pauvres qui payent, c'est pas ceux qui polluent. Non? C'est regardez aujourd'hui, vous avez je vais vous prendre les émissions de CO2, tout ce qui est émis par le bâti. Alors aujourd'hui, on est en train de vous pourrir avec les bilans thermiques des maisons. Votre baraque, si vous la chauffez pas, vous émettez quoi en CO2? Moi, j'habite une baraque qui est pas isolée, mais moi, je suis pas un pollueur puisque je chauffe pas. Sont où les déperditions d'énergie? Il y en a pas. Faut que tu touches un mot des voitures, tu sais, les véhicules diesel où on ne pourra plus rentrer dans les grandes villes. Bien sûr. Vas-y. Alors, quand vous voyez toute cette arnaque, parce que les émissions de carbone, bon, si on les répartit par activité, grosso modo, 29 à 30%, c'est le transport. 18%, c'est l'industrie. Il y en a autant, 18% pour le résidentiel. Il y en a 10% pour la production d'énergie et 4% pour les déchets. L'agriculture représente 21%. Oui, les 21% de gaz à effet de serre générés par l'agriculture en produit, mais elle en capte aussi. Hein, le système DE, les cultures captent aussi du carbone. Donc, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture, elles sont surtout générées par la fabrication de l'industrie des engrais azotés de synthèse.
C'est l'industrie qui fabrique les engrais azotés de synthèse qui produisent effectivement beaucoup de gaz à effet de serre. Puisque ça, une tonne des GES, des gaz à effet de serre qui sont produits sur les 40 émises mondialement, au plan mondial, hein, une tonne sur 40, c'est la fabrication des engrais azotés. Mais si on prend vraiment pour l'activité agricole, le cheptel bovin, lui, il émet 45% des gaz à effet de serre par la digestion, mais aussi par le stockage des affluents. Donc, hein, c'est à peu près 45%. Et si on change le régime alimentaire des bovins et on les remet à l'herbe, on supprime le problème. Et si aujourd'hui on arrête, si on limite les surfaces en culture, si on repartait sur un système herbagé pour l'élevage, hein, je parle, et qu'on arrête dans l'emploi de l'azote, qu'on revient à des méthodes avec le trèfle blanc et autres, on va limiter effectivement 42% des émissions de gaz à effet de serre par les engrais azotés. On va les limiter dans une forte proportion. Et après, c'est quoi? C'est à peu près 13% avec la consommation du carburant, hein, pour le machinisme, et aussi le chauffage des serres et autres, hein, c'est ça. C'est 45% pour le cheptel bovin, 42% pour l'emploi des engrais azotés et 30%, 13% pour la consommation énergétique. Voilà la répartition. Mais en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, même si on reste sur les gaz à effet de serre, la pollution induite, elle est induite par la mondialisation. Elle est induite par le transport. On va chercher à l'autre bout de la planète, à moindre coût, des, des, des choses qu'on peut produire localement. Bien sûr. Donc il est là le problème, c'est la mondialisation qui amène le problème de l'émission de CO2. C'est pas autre chose. Et si aujourd'hui on rééduquait le consommateur à acheter local, vraiment à refaire des productions locales, mais on règle nos problèmes d'environnement. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez dans quelle baisse on est tombé. On est en train de faire payer le petit et celui qui est le moins fautif. C'est lui qui est en train de payer pour enrichir cette bande d'escrocs. C'est une gigantesque fumisterie, hein, les gaz à effet de serre. C'est une fumisterie. C'est celui qui Et en prend pas, fait, c'est celui qui prend pas l'avion qui va payer. tout ça, oui, bien que l'avion ne génère pas, il ne génère pas grand-chose en fait. C'est surtout le transport par bateau. Transport maritime. Et transport maritime, l'avion dans les gaz à effet de serre, il est pas, c'est minime en fait. Mais le gaz à effet de serre, ça n'est pas que la seule source de nuisance et de pollution. Parce que si on prend la pollution des bateaux qui tournent au fioul lourd, Ah oui, là, c'est la source principale de pollution. avec le lourd. Là, on est en train de biaiser complètement les choses avec le CO2 et les gaz à effet de serre. Mais en fait, le problème, il est bien ailleurs. Et ça, on n'en parle pas. En fait, on a fait diversion avec ça. Et c'est là où les gens sont en train de se faire avoir. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois un écologiste, j'ai envie de lui coller des baffes. Non mais franchement, c'est des gens qu'on a envie de frapper. Parce qu'en fait, je les vois tous, hein, ceux qui sont là-dedans. Premièrement, c'est des gens avec qui vous pouvez pas parler. Hein. Journaliste écolo, je peux vous dire que ah non non, mais c'est des gens avec qui on ne parle pas. Et ils veulent pas échanger, mais ils ne vous parlent jamais des vraies raisons, jamais. Ils vous parlent toujours du constat, mais jamais des véritables raisons. Ce sont de véritables escrocs. Moi, quand je vois un écologiste, je dis que c'est un escroc. Alors, est-ce que Voilà. tu dirais qu'il y a plusieurs catégories d'écologistes, qu'on a besoin d'écologie, mais pas de. Est-ce que tu dirais qu'il y a plusieurs catégories, toi, Michel, d'écologistes? On a besoin d'écologie, mais certainement pas d'écologie politique. Politique, tu veux Hein. dire? Tous les écologistes là, qui viennent des partis de gauche et des machins, là, LFI et compagnie, ça, ce sont des escrologistes. Ça n'a rien d'écologique. Euh, Moi, je veux qu'on parle vraiment des problèmes, tout ce qui est généré par la mondialisation, tout ce que ça génère sur la santé humaine, tout ce que ça génère en disparition d'espèces, parce que le pire est là, en fait. Et c'est pas ce qui se voit qui est le plus grave la plupart du temps. Les pollinisateurs, tout le monde, tous les gens qui ont été dans le milieu agricole savent que de toute façon, pour l'animal comme pour le végétal,
Il y a beaucoup d'espèces mâles-femelles. La fécondation du végétal, elle se fait par les pollinisateurs. Le jour où vous avez plus de pollinisateurs, vous allez voir les baisses de rendement, ce qu'il va y avoir. Tout le monde le sait, ça. C'est pas le bobo parisien qui le sait, ça. Et Alors, c'est pour ça que qui est, selon toi, le plus à même d'avoir un discours rationnel sur l'écologie? il faut faire des groupes, en fait. C'est ça. Moi, je dis pas qu'il faut fermer la porte à ces gens-là, même s'ils sont un peu demeurés sur les bords. Mais il faut que ce soit des groupes. Il faut que ça touche à la fois le consommateur, que ça touche tout le monde. C'est pas qu'une catégorie qui s'empare d'un sujet. C'est ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'invite la société civile aujourd'hui à bouger, parce que je dis que de toute façon, la solution ne viendra jamais du monde politique. Le politique est là pour mettre en place pour tout ce qui a été pensé par ces lobbies-là. Le politique n'est là que pour la mise en place, qu'il soit de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Alors, il y a N'attendez rien de ces gens-là. donc tu as des lobbies financiers, tu as les think tanks, tu as des lobbies écologistes. Hein. Voilà. Et dans Si vous allez voir, l'écologie, il par y a exemple, une femme qui a dans l'écologie, par exemple, il y en a qui, alors, pas tous peut-être, mais il y en a qui sont contre la chasse. Bon, ça dépend de quoi on veut parler, mais s'il n'y a plus de chasseurs, il n'y a plus de régulation. Non, non, mais la chasse, je la connais bien, la chasse. Alors ça, là, si tu veux me parler de chasse avec moi, là, tu vas tomber sur un spécialiste. La chasse, aujourd'hui, c'est une industrie. C'est une industrie. Regarde le 10e plan, regarde la place qu'on a fait à la chasse, mais le chasseur, c'est qui aujourd'hui? C'est le notable qui vient chasser au gros, c'est des Ah éleveurs oui, de gros gibier. C'est des éleveurs de gros gibier. Pourquoi aujourd'hui on a autant de sangliers? C'est parce qu'on a fait de l'hybridation. Il y a qu'à voir la Sologne, tout ce qui se passe. On a fait de l'hybridation pour avoir de plus en plus d'animaux. On a agrainé, on a soigné, on a été chercher des déchets, du produit de déchets, de comment, des déchets de pommes et autres pour leur donner à bouffer, et on a fait progresser les populations. C'est un gigantesque business derrière ça, moi je te parlais et de, un système d'enveloppe. voilà, moi je te parlais des chasseurs, je te parlais des chasseurs paysans sur les territoires qui régulent le gibier comme ils le peuvent. Je te parlais pas des gros chasses, voilà. Oui, mais le problème de la chasse, c'est qu'on a de la disparition des espèces. Aujourd'hui, d'avoir mis en culture comme on a mis en culture, regarde des perdrix, quand tu as une couvée de perdrix qui suit les traces d'un pulvérisateur, quand il pleut, regarde la couvée, de toute façon, ils vont suivre les traces du pulvé, ils vont se noyer. Aujourd'hui, on a tellement de mise en culture, de surface en culture, que de toute façon, on a complètement déséquilibré toute la faune. Et il n'y a plus de petits gibiers, il n'y a plus rien. Le lièvre, il est relâché. C'est même plus de la chasse. Aujourd'hui, on est dans le business. Alors ça, je pourrais t'en parler. Je pourrais te parler des actions de chasse et des enveloppes qui circulent, parce que moi, j'ai fait condamner il y a quelques années l'Office national de la chasse qui voulait pas me payer mes dégâts de gibier. Parce que la procédure de gré à gré, une année ils m'ont baisé, ils m'ont pas payé mes dégâts, mais la deuxième année ils sont retrouvés au tribunal. Ça a été dur pour eux. Ils ont fait appel, ils ont même l'avocat de l'Office national de la chasse. Moi j'avais pas d'avocat. Il a même piqué sa colère dans le tribunal d'instance. Il a balancé tous les documents. Il s'est barré. C'était maître François Carré de l'Office national, d'Ophargis, de l'Office national de la chasse, avocat à Rambouillet. Eh bien il s'était fait niquer par un clou. C'est quand même pas mal. Et moi, j'avais décortiqué tout le système de chasse en forêt domaniale des Andennes, avec les plans de chasse bidonnés par le préfet, les ratios animaliers qui étaient complètement déséquilibrés. On laissait proliférer 6 biches pour un cerf. C'est la biche qui fait le daguet. Et on avait un préfet au bout qui signait un plan de chasse comme s'il y avait un cerf, une biche. Où passe la différence? Rassurez-vous, c'était pas perdu pour tout le monde et il y avait des poches qui sont bien remplies, y compris Alors celle d'un gros pépère que vous connaissez tous. ah oui. Alors pour conclure sur l'écologie, voilà, que le GIEC ait dit un certain nombre de vérités, oui. Que les rapports soient tous parfaits et tous vrais, toi tu dis non. Non, moi, je dis non. D'ailleurs, il y a une personne qui a été lobbyiste pour des ONG en matière écologique, qui s'appelle Hélène Grosbois, qui en parle, qui dit de toute façon il y a une énorme arnaque dans tout ça. Elle a vu ça de près puisqu'elle elle a participé à ça, donc elle sait de quoi elle parle. Et aujourd'hui, c'est une escroquerie l'écologie, parce que ce qui impacte vraiment la santé humaine, ce qui impacte l'équilibre des espèces et autres, tout ça c'est complètement occulté. On est en train de vous emmener uniquement sur les gaz à effet de serre qui sont pour moi
en grande partie une fumisterie. C'est pour ça que je dis qu'il faut que la société civile s'empare de ce sujet-là. Aujourd'hui, les sujets de l'agriculture, les sujets, tous ces sujets de santé humaine et tout, c'est la société civile qui doit s'en emparer. On ne réussira qu'à cette condition-là. N'attendez rien du politique. C'est pour ça que je dis que c'est très important que les agriculteurs, que les producteurs et que les consommateurs se parlent et qu'il faut rééduquer le consommateur. Il faut que ces gens-là arrivent à reconsommer local. C'est comme ça qu'on finira par biaiser tous les profits des milieux coopératifs, de l'agroalimentaire, et c'est comme ça qu'on donnera du revenu aux producteurs. Voilà. Moi, je suis pour. C'est ce que je prône. Voilà. Maintenant, j'ai peut-être pas raison sur tout. Hein. Voilà. Chacun peut se faire son idée. Il faut revenir, comme on le fera, parce qu'on va faire une émission avec Alexandre de SOS Mère, il faut qu'on se serre la main entre nous et les collectivités territoriales, les élus et les consommateurs. Si la main elle est serrée par le président de la coopérative, c'est pas la peine, on repart à la case départ. On ne verra C'est pas de. ça. Il faut changer le modèle. C'est tout. Donc C'est ça. ton mot de conclusion, Michel, avant la prochaine Alors, vidéo. mais allez voir donc tout ce que je vous dis, allez voir le GIEC, allez voir la conférence de Kyoto, allez voir tout ce que voilà, moi je cherche pas à vous convaincre, mais allez vous faire votre idée par vous-même. Tous les noms que je vous donne, tout ça, allez y voir, puis vous vous rendrez compte par vous-même, quoi. Moi, j'ai fait un boulot de recherche là-dessus parce que bah, je me suis passionné pour ça. Mais là, c'est là qu'on s'aperçoit de. Alors, il y a des gens qui disent, hein, là, j'ai une personne hein, qui est assez véhémente. Alors moi, ça me plaît, hein, les gens véhéments. Hein, mon fameux discothèque, moi, il me plaît bien cet homme-là. Il me fait beaucoup rire. Mais qui se rassure, hein, je suis pas que dans la collection des coupures de journaux parce que j'ai un énorme relationnel. Hein, j'ai un énorme relationnel parmi le milieu policier, parmi les renseignements généraux. Voilà, j'ai un gros relationnel. Donc tout ça, c'est pas lu dans des livres. Hein, c'est des, voilà, et on ne me fera jamais dire, même si je sais des choses qui ne sont pas connues, je ne les dévoilerai jamais publiquement parce que de toute façon, tant que c'est pas paru dans la presse et que c'est pas Tout à paru fait. deux, trois fois, c'est s'exposer à tenir des propos diffamatoires et autres. Et je me garderai bien de ça. Hein. Je suis pas assez con pour tomber là-dedans. Non, non, nous, on Voilà. Donc reste, de moi, toute façon, Michel, on reste sur du factuel. tout ce que je dis, voilà, c'est du factuel. Hein, moi, je veux pas aller. C'est vrai qu'il y a les réseaux criminalité, quand vous voyez l'imbrication entre des gens qui sont des collecteurs de déchets, qui sont aussi dans le milieu du cheval de course. Quand vous voyez toutes ces choses entremêlées entre les cercles de jeu, ça pose question quand même. Vous voyez un mec comme Mimran, Mimran, il a jamais mis son fric sur la table pour l'escroquerie de la taxe carbone. C'est le fric de gens de sa famille ou de réseaux de grand banditisme corse. C'est ça qui est mis sur la table. Et allez y voir. Hein, mais tout ce que je vous dis, vous pouvez aller le vérifier. Moi, j'ai rien contre Mimran et autres. J'ai quelque chose contre la, contre les gens qui vont pas assez s'informer parce que effectivement, on se fait tous berner dans ces Ah histoires. bah, bien sûr. Mais nous aussi, on Et s'est fait berner, Michel. voilà. Ouais, ouais. Et quand on voit le milieu de la taxe carbone, il touche aussi aujourd'hui le milieu de la formation professionnelle. Hein, quand je vois Grégory Zawi, Magali Berda, influenceuse, Berda, elle a monté ses arnaques à la formation professionnelle avec le fric de Grégory Zawi quand il était en prison. Hein, elle lui a redonné son fric avec les intérêts, mais elle lui a baisé le projet. Hein, mais allez voir tout ça, ça vaut son pesant de cacahuètes, quoi. Hein, tout ça, ce sont les amis d'un monsieur bien connu sur le plateau de TPMP. Enfin, moi, ça pose question quand même tout ça. Hein. Faut quand même ouvrir les yeux. Hein. Donc, je te dis à la prochaine vidéo, on fera un autre thème le prochain coup. Ça marche. Eh ben, écoutez, merci à tous. Et puis, ben, à une prochaine. Faites vos commentaires, posez vos questions à Michel, parce que les commentaires, c'est important. Hein. Les commentaires, c'est important. Allez, merci Michel. À bientôt. Merci Philippe. Merci. Au revoir. À plus.